Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, content de vous retrouver. Oui, moi aussi, ravi d'être là. Vous avez écouté un peu ce qu'on racontait juste avant avec Jean-Marc Vittori, qu'on parlait de l'immobilier. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous rectifier un petit peu. C'est-à-dire la baisse, oui, désolé, la baisse à Paris par rapport au plus haut, parce que vous avez cité le glissement annuel à moins 5. Oui, la baisse par rapport au plus haut, c'est moins 8,8. Voilà. Donc, les deux chiffres sont vrais. Non, les deux chiffres sont vrais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la baisse est beaucoup plus forte qu'en glissement annuel. Ça fait déjà pas mal de temps que ça baisse. Et il y a la plupart des villes aujourd'hui, par exemple Lyon, on est à quasiment moins 12% de baisse. Boulogne-Billancourt, un an depuis le plus haut. Par rapport au plus haut, moins 12%. Non, mais c'est important de voir par rapport au plus haut parce qu'il y a des gens qui ont acheté au plus haut, évidemment. Donc eux, ils se prennent quand même une baisse de 10 à 12%. Ça vous inspire quoi? On en parlait, encore une fois, par faire tout le sujet, mais les prix sont en baisse, ça on l'a dit, taux d'intérêt qui sont en hausse, marché locatif qui est tendu. On va vers un crack ou pas? Parce que quand on écoute Jean-Marc et Vittori, il dit il n'y a pas de crack, c'est pas une action qu'on vend comme ça. Alors, les gens ne vendent plus leurs biens, attendent des jours meilleurs, et donc on peut avoir des baisses, effectivement, mais la FNAIM nous parle de 5% sur l'année. C'est vrai que le terme fait peur, le terme crack fait peur, mais n'oublions pas que les prix ont augmenté de 34% en France depuis 2015. Donc 34% d'augmentation, c'est quand même assez énorme. Donc même si on a effectivement une baisse de 5 à 10%, moi je suis plus sur une baisse de 10 à 15%. Est-ce que c'est un crack? À quel horizon? Sur 3 ans? Oui, sur à peu près. Là, on a déjà moins de 10%. Alors, pas toute la France, mais certaines villes ont déjà quasiment moins de 10%. Et on peut atteindre rapidement moins 15%, notamment à Paris. Donc ça, je pense que c'est quasiment fait. Donc après, au niveau national, pour l'instant, la baisse est beaucoup plus limitée parce qu'il y a des villes qui s'en sortent plus ou moins bien. Et puis, parallèlement, on a un marché. Le marché immobilier, c'est des micro-marchés, quoi. Il y a des biens rares encore à Paris qui se vendent très cher aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais donc pas d'effondrement? Moi, je pense que c'est un ajustement. C'est-à-dire que sur longue période, il y a 3 investissements parmi les meilleurs, comme vous le savez. Vous avez donc les actions avec les dividendes, vous avez l'or et vous avez l'immobilier. Donc, c'est clair que moi, je ne suis pas inquiet sur le long terme sur l'immobilier. Mais c'est vrai qu'à court terme, on va baisser de 10 à 15%. Donc, il reste encore combien de baisse alors? Moi, je pense que au niveau national, il reste encore à peu près 10 à 12% de baisse. À peu près. Et sur quel horizon? L'horizon, 2 ans. Moi, je pense qu'il va y avoir une fenêtre de tir, si vous voulez, en 2024-2025. Quasiment sur 2025, parce que là, on va avoir à la fois les prix vont bien baisser au niveau national et les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Donc là, ça va être formidable, parce qu'on va pouvoir s'endetter à des taux plus sympathiques, alors que les prix sur l'immobilier sont... Donc en 2025, il y aura une bonne fenêtre de tir? Moi, je pense que fin 2024, début 2025, il y aura une bonne fenêtre de tir pour revenir sur l'immobilier. C'est le conseil que je donne, c'est le cadeau de rentrée, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'il va y avoir... Vous savez qu'au pire de la crise financière de 2009, on revient un petit peu en arrière, mais c'est important, l'immobilier avait perdu 9% sur un an. Oui, tout à fait. La grande crise financière. Pourquoi? Parce qu'à l'époque... Seulement 9%. Oui, mais c'est pas mal, 9%. Oui, mais c'est pas un crack. Oui, bien sûr que c'est pas un crack. Mais moi, je pense que l'immobilier, c'est pas comme les marchés boursiers. Oui. C'est beaucoup moins volatile, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire, c'est le secteur du neuf. Où là, c'est quand même dangereux. Il n'y a plus de réservation aujourd'hui, les ménages ne peuvent plus accéder à la propriété. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va. Puis quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc, il y a l'impact économique, ensuite, il est particulièrement diffus. Et puis, certainement, aujourd'hui, on a une phase d'inflation qui se maintient. Et puis, à partir de 2024, je pense que là, l'inflation va enfin baisser. Pas tout de suite, là, elle va rester élevée, malgré ce que disent nos dirigeants. Et après, effectivement, les taux d'intérêt baisseront plutôt pour la fin 2024. Donc, vous voyez, fin 2024-2025. Mais là, on va quand même avoir... Tout le problème, c'est cette année et demie qu'on va traverser, qui va être... Et surtout les 6 prochains mois, qui vont être extrêmement compliqués pour l'immobilier et surtout pour l'économie française dans son ensemble. Bon, alors cette rentrée, juste, est-ce que le gouvernement pourrait faire quelque chose, encore une fois, pour éviter que l'immobilier ne s'enfonce plus? Parce qu'aujourd'hui, il supprime le Pinel. Est-ce qu'on a les moyens? Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'il fasse... Parce que là, il est en train... Vous savez, vous avez vu les taux des impositions des taxes foncières à Paris, plus 59%. Il faut arrêter. Je veux dire, je sais qu'on a une ville formidable à Paris, mais quand même... Enfin, d'ailleurs, c'est plus trop le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de touristes que vous voulez, mais plus 59%. Est-ce que je veux dire... Sur un an? Oui, sur l'année, sur l'ensemble de l'année. La taxe foncière va augmenter de 59%. C'est une décision. Vous avez 7,1% qui est décidé par l'État, au niveau national 7,1%. Et après, chaque collectivité locale, chaque ville fait ce qu'elle veut. Paris, plus 59%. Il faut être sérieux, parce que je veux dire, donc... Là, pareil, encore une fois, parce qu'on dit oui, c'est les propriétaires, donc tant mieux, entre guillemets, c'est les riches. Non, il y a beaucoup de propriétaires, de personnes âgées, par exemple, qui ont une petite retraite, qui sont propriétaires, qui voient la taxe foncière augmenter de 59%. C'est pas sérieux. Vous voyez, donc, quand on nous dit les impôts n'augmentent pas, donc moi je dis, non, l'État, il faut qu'il arrête de s'intéresser, parce qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose sur l'économie, c'est une catastrophe. On va parler tout à l'heure du déficit public qui explose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je dis... Les impôts n'augmenteront pas pour les particuliers, nous a dit Elisabeth Borne, la Première ministre. On ne croit pas la Première ministre. Le problème, c'est que, on fait de la sémantique. On dit
dit oui, les impôts n'augmenteront pas, mais les taxes augmenteront. Il faut être sérieux, c'est pareil. Ce que je veux dire, ça revient au même in fine. Mais on dit non, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais attendez, on n'est pas dans la sémantique. Aujourd'hui, malheureusement. En France, les impôts baissent, mais les taxes augmentent. De toute façon, tout augmente. Ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires, vous avez vu les chiffres, on a atteint 45,4% Alors pourquoi est-ce que Emmanuel en Macron 2022 nous dit on a baissé de 50 milliards depuis 2017 les impôts? Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est en net. Et quand vous comparez par rapport à l'évolution du PIB, ça a plus augmenté. Les recettes fiscales ont plus augmenté que le PIB. C'est une réalité. Et même Eurostat. Parce que l'activité se porte bien. Aux normes Eurostat, on est à 47% de taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes numéro 1 du monde. Il faut bien le savoir, ça. C'est-à-dire, la France, aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus d'impôts. Donc, déjà, dire que ça ne va pas augmenter. Emmanuel Macron, les impôts ont augmenté. Alors, le poids des prélèvements obligatoires, oui, bien sûr, a augmenté, parce qu'on a un record historique. Oui, parce que c'est pression fiscale, par rapport au PIB. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est que si j'augmente mes impôts plus que la richesse. Ce qui est important, c'est ce que je paie tous les mois ou chaque année. Oui, mais encore une fois, ce qui compte, c'est le niveau national, parce que chacun, il va trouver, peut-être, il va faire de la défiscalisation, il va s'arranger plus ou moins. Ce qui compte, c'est qu'au niveau national, aujourd'hui, donc depuis ces dernières années, et c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps que ça dure, hein, on a cette pression fiscale qui augmente, c'est-à-dire le poids des prélèvements obligatoires, encore une fois. Donc même sous Emmanuel Macron. Bien sûr. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Ouais. Alors, il faut regarder les chiffres. Hein. Les chiffres de l'INSEE, moi, ce que je dis dans ma chaîne YouTube, d'ailleurs qui a dépassé les 100 000 abonnés, hein, merci à vous tous pour votre fidélité, mais ce que je dis par là, c'est qu'on a aujourd'hui cette réalité des chiffres. On ne les invente pas. C'est l'INSEE qui sort ces chiffres, c'est pas moi. Ce que je veux dire, ce poids des prélèvements obligatoires, c'est l'INSEE, 45,4%. Eurostat, 47%. Mais c'est parce que c'est l'activité, il y a plus d'activité en France, parce que... comment ça ? Mais non, mais je viens de vous dire. C'est des recettes fiscales. Attendez, regardez. Encore une fois, c'est un ratio. Donc le numérateur, c'est les impôts et les taxes. Les recettes fiscales. Et le dénominateur, c'est le PIB. Ouais. Donc si mes impôts augmentent plus que mon PIB, quel est l'intérêt ? Si effectivement mon PIB augmente plus que mes impôts, c'est pas grave. Normalement, il faudrait que les impôts baissent pour que le PIB augmente. Là, c'est formidable. Le ratio augmente. Mais là, le ratio a tendance à baisser. Ouais. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que oui, le PIB augmente, avec l'inflation d'ailleurs. Le PIB augmente un petit peu, mais les impôts augmentent encore plus. Donc j'ai rien gagné. Mais pourquoi ils augmentent alors qu'encore une fois, il y a eu des baisses d'impôts de production, une baisse d'impôts sur société, une baisse d'impôts pour les particuliers. Vous avez les taxes, on comprend. Ce qu'on vient de parler, d'évoquer sur la taxe foncière, par exemple, ça augmente. Donc vous avez toute... Suppression de la taxe d'habitation. Oui, alors vous avez toutes sortes de taxes qui continuent effectivement d'augmenter parallèlement. Et donc ce qui fait que, on voit bien, alors maintenant vous créez des taxes écologiques. Voilà, ça c'est la France. En France, l'écologie, c'est de la taxation. Il faut être sérieux, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est de l'innovation, c'est trouver des nouvelles techniques justement pour créer de l'énergie plus propre, etc. Ça, c'est de l'écologie. Mais si c'est mettre des taxes, je vois pas l'intérêt. Et surtout que, on a vu avec, rappelez-vous, quand il y a eu le début des Gilets jaunes, c'était ça. On a voulu taxer effectivement la population, je dirais, qui n'est pas très favorisée en France, et donc elle n'a pas supporté. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, moi je veux bien qu'on augmente les taxes sur tout ce qui est, on va dire, pétrole, etc., et autres, consommation d'énergie. Tout ça pour avoir 5% de déficit public, parce qu'on est juste en dessous de 5%. Justement, ça fait bien, on fait la transition. On a eu les chiffres vendredi dernier, mais c'est quand même une catastrophe. Le déficit de l'État français a atteint, donc l'État, ça veut dire sans les collectivités locales, sans la sécurité sociale. Ouais. Ce déficit a atteint sur 7 mois, c'est-à-dire de janvier à juillet, juste sur 7 mois, 169 milliards d'euros. J'ai vérifié les chiffres, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Même pendant le corona, on était au plus haut à 166 milliards. Donc le sérieux budgétaire vanté par l'exécutif, c'est une vue de l'esprit. Attendez, non mais ça fait peur. Parce que comme vous le savez, on a une augmentation des recettes fiscales grâce à la TVA. Parce que l'inflation a augmenté. Donc la TVA, les recettes de TVA ont augmenté. Bon, ça on peut comprendre, c'est technique on va dire. Mais néanmoins, c'est mécanique plutôt. Mais malgré cela, on a encore plus de déficit. Ça veut dire que, évidemment, les dépenses ont explosé. Et ce qu'on nous annonce là pour la rentrée, c'est que ça va encore exploser. Donc je dis attention, c'est que les 7 premiers mois de l'année n'est pas terminée. Donc où va-t-on aller ? Il n'y a pas que l'État aussi. Bien sûr, il n'y a pas que l'État. Et puis surtout, moi ce qui m'inquiète le plus, pour tout vous dire, on a eu ce matin les indicateurs des directeurs d'achat au niveau... Oui, c'est intéressant ça. Ah oui, ça c'est très intéressant. On en est où sur l'activité ? Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, ça tient bien, l'activité tient bien aux États-Unis. Ça résiste. Le marché de l'emploi se tasse un peu, mais il était tellement puissant, tellement fort, tellement vigoureux. On en est où en zone euro ? Parce qu'il y a le moral des chefs d'entreprise et puis il y a la réalité des données statistiques en dur aussi. Non mais attendez, alors justement, deux choses. Moi je pense qu'il faut regarder, le problème c'est qu'on se voile la face.
on est dans le déni de réalité permanent. Ça commence à devenir fatigant parce que c'est pas une stratégie de dire que tout va bien. Moi, j'aimerais dire que tout va bien. On dit oui, vous êtes trop pessimiste, mais j'aimerais être optimiste. Je suis de nature optimiste. David, donc on depuis longtemps. Vous savez que je suis optimiste dans la vraie vie. Hein, mais il faut regarder la réalité en face. Ah, c'est quoi la réalité? La réalité elle est très simple. Voilà les chiffres d'aujourd'hui des directeurs d'achat. Donc les directeurs d'achat, c'est pas tiens, je sens bien, etc. Non, c'est les carnets de commandes. C'est du concret, c'est du dur. Eh bien, depuis 3 mois en France, l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur confondu, il est sous la barre des 50, donc en zone de récession. Pourtant, on a fait 0,5% de croissance au deuxième trimestre. Oui, mais ça, on le sait très bien, c'est parce qu'on a vendu un paquebot, peut-être quelques arbres, etc. Mais si vous regardez la demande intérieure, c'est-à-dire ce qui se passe en France, ça fait 3 trimestres que ça baisse. Alors, tant mieux qu'on exporte un petit peu, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais je veux dire par là, c'est que 3 trimestres de baisse de la demande intérieure en France. Et ça, on ne le fait pas. Hier, j'étais chez BFM Business, je ne vais pas dire qui, mais un journaliste de la chaîne, dit oui, la consommation, elle ne baisse pas. Elle monte. Après, je l'ai interpellé parce qu'il est passé avant moi. Je dis, mais attends, mais regarde les chiffres. On ne regarde pas les chiffres et on dit tout va bien. Ah, ça donne quoi sur la consommation en France? Ça baisse. De combien? On est à moins 0,5% le trimestre dernier. Et là, alors il y a un petit plus, on va dire, au mois de juillet, parce que sur les biens de consommation, les biens, mais sur les services, ça baisse, ça continue de baisser. Pourtant, l'acquis de croissance, nous dit l'INSEE, acquis de croissance pour la France, 0,8%. Même si on fait 0 et 0 sur le troisième et quatrième trimestre. Qui vous dit qu'on ne va pas faire moins 0,5 au troisième trimestre? C'est vrai. Et voilà, c'est effectivement, si on fait 0, oui, on est à 0,8, mais si on fait du négatif, et moi je vous le dis, on va faire du négatif. Sauf si évidemment, il y a toujours David Copperfield qui dirige l'INSEE, on va un peu arranger les chiffres. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, non, il faut être sérieux. Là, on a, encore une fois, ces chiffres des indicateurs des directeurs d'achat. Pour moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, c'est le meilleur indicateur avancé du PIB. Il faut être honnête. Donc on finira combien de croissance donc là, en France? attendez, je finis. On est donc là à 46, un plus bas depuis l'automne 2020. Le début du corona, si vous voulez, la première année du corona. On était en pleine récession. Donc il faut arrêter de dire que tout va bien. Encore une fois. Donc on est aujourd'hui sur une situation de récession en France qui est en train de revenir. La zone euro, vous me posez la question, c'est exactement la même chose. Un plus bas depuis novembre 2020 également. En Allemagne, un plus bas depuis mai 2020. C'est encore pire en Allemagne. Alors bien sûr, on va dire, tant mieux, c'est les Allemands. Oui, mais attendez, l'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro. Donc, si les Allemands ne sont pas là, qui c'est qui va tirer le train? Donc là, ça peut être extrêmement compliqué. On parlait tout à l'heure de chiffres concrets. Il y a un chiffre que personne n'a évoqué, là aussi, bon, peut-être c'était les vacances, on ne sait pas, c'était la semaine dernière, bon, il y a beaucoup de gens en vacances, j'y étais aussi, mais je ne m'a pas empêché de regarder les chiffres. La masse monétaire dans la zone euro. C'est la masse monétaire en circulation, ce qu'on appelle M3. Ça veut dire, évidemment, c'est à la fois l'argent en circulation et puis les comptes surlivrés. Ça a baissé, j'imagine. Attendez, le glissement annuel, moins 0,4%. Regardez les chiffres. Et alors? Attendez. Dans l'histoire de la zone euro, on n'a jamais vu ça. Seulement en février 2010, après la récession de 2009. Et donc ça traduit quoi? Donc ça veut dire que là aussi l'activité, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus de crédit, il y a une baisse de production des crédits immobiliers de 40% en France. Il y a une consommation qui est très faible. Ça c'est la zone euro. Donc c'est pour ça aujourd'hui malheureusement, alors il peut y avoir un miracle, il faut croire au miracle, c'est sûr, mais si on regarde les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, les directeurs d'achat... Alors pourquoi la BCE, Christine Lagarde nous parle, laisse la porte ouverte à une hausse de taux le 14 septembre de la BCE? C'est ça le problème. C'est que l'inflation, comme vous savez... Tous ces chiffres, elle les a. Et bien sûr, j'espère pour elle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est qu'on a l'inflation qui repart à la hausse, notamment en France. Et là, c'est pareil. On nous a dit, oui, la France est formidable, c'est là où il y a le moins d'inflation dans la zone euro. Complètement faux. Déjà, ça n'a jamais été vrai. Aujourd'hui, la France est dans le peloton de tête de l'inflation de la zone euro. Et je vais vous donner 2 exemples, la Belgique et l'Espagne. Vous savez, parce que la Belgique, effectivement, ou l'Espagne, ils n'ont pas fait de bouclier tarifaire. Ils se sont dit, c'est pas grave, on laisse les prix augmenter, puis on verra après. Nous, on a protégé les Voilà, Français. ok, super. Alors c'est la France, hein, Marc. C'est la France. Oui, mais attendez, c'est ça le problème. C'est que depuis janvier 2022, on va dire, l'inflation avait commencé avant, mais on regarde janvier 2022, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de trucage. Janvier 2022 à aujourd'hui, entre la France, l'Espagne et la Belgique, où est-ce que les prix à la consommation ont le plus augmenté? Allez, David. Donc la France. Je vous ai aidé. Oui, la France. Alors qu'on a dit que nous, on était protégés. Écoutez bien les chiffres. Donc depuis chiffres d'Eurostat harmonisés, chiffres Eurostat harmonisés, plus 11,5% en France. Pour les prix à la consommation. Pour les prix à la consommation. Plus 9,6% en Espagne, donc moins. Et plus 6,5% en Belgique. C'est incroyable. Alors que là-bas, justement, il n'y a pas de... Tout ça pour un coût budgétaire très important. Budgétaire dramatique, je l'évoquais tout à l'heure, avec ce déficit qui explose, le quoi qu'il en coûte à continuer. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que, moi je l'ai dit à Bruno Le Maire, je l'ai dit à un peu tout le monde, faut arrêter. On dit non, mais ne vous inquiétez pas. Il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. On est à plus de 3 000 milliards d'euros et ça continue.
Vous savez que depuis le début 2020, France plus mauvaise élève de la zone euro en matière de déficit public. La dette publique française a augmenté de 638 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire avec l'inflation, a augmenté de 238 milliards d'euros. Il y a 400 milliards d'euros d'écart. C'est pas sérieux. Comprenez donc. Moi, je veux bien qu'on soit optimiste, je veux bien dire tout, mais c'est notre travail. Et puis, alors, le pire, c'est que les économistes, la plupart, on ne va pas dire de non, mais dire non, c'est super ce que fait, ouais, c'est génial, heureusement qu'ils étaient là, c'est génial. Attendez, on n'est pas responsable de dire ça. Nous, je parle en tant qu'économiste, parce que nous, on ne fait pas de politique. Nous, on est là, on est normalement objectif, on est normalement apolitique, on est là pour la France, on est là pour sauver la France. Donc, c'est notre devoir de dire, et je l'ai dit à tous nos dirigeants depuis des années, pas seulement aujourd'hui, faites attention. Alors, c'est quoi la solution ? La solution, c'est pas compliqué. Il va clairement aujourd'hui, moi je vais vous surprendre, il faut, je pense, baisser effectivement les impôts, parce qu'ils sont beaucoup trop élevés, et aussi baisser les dépenses publiques. Les impôts de qui ? Les impôts, notamment les charges qui pèsent sur les salaires, par exemple, ça va augmenter les salaires. Cotisation sociale. Donc il n'y aura pas de coût pour les entreprises, et parallèlement, il faut réduire, par exemple, les impôts sur les sociétés, qu'on devait baisser, qu'on n'a pas complètement baissé. Oui, d'accord, non, ça c'est l'IS. Oui, il y a des entreprises, l'impôt sur la production, par exemple. Ah oui, on nous dit, ça sera en 2027. Oui, mais ça devait être déjà en 2020, en 2023. Bon. En fait, on n'y est toujours pas, donc ça crée des distorsions. Et dans les dépenses publiques, vous coupez où ? Alors, le problème, c'est les dépenses publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, quand on regarde que l'année dernière, les dépenses de fonctionnement ont augmenté. L'année dernière, en 2022, on n'a pas 2023 encore, ont augmenté de 25 milliards d'euros, chiffre de l'INSEE. Il y a du boulot, là. C'est ce que je veux dire. Donc, non, nous, continuons. Il n'y a pas, vous savez, il faut faire ce qu'on appelle un monitoring de ces dépenses publiques, voir où ça va, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gaspillage. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes chaque année, c'est une catastrophe. Mais moi, j'ai l'impression de dire ça depuis 25 ans, si vous voulez, et puis on ne fait rien. C'est ça qui est... Et en fait, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la corde, elle tient. C'est vrai que la corde, elle tient sur un fil. Et quand le fil, il va casser, évidemment, il y aura plus Pour de l'instant, les marchés financiers n'attaquent pas la dette, oui, française qui se finance tranquillement. Non, mais les marchés financiers sont sur leur nuage, soyons honnêtes. C'est vrai, d'ailleurs, sur la bourse, vous en pensez quoi, cette rentrée, on finit là-dessus ? Oui, ils sont sur leur nuage. Bon, globalement, ils se disent, peut-être la Réserve fédérale américaine va peut-être arrêter de monter les taux, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a encore du cash. Atterrissage en douceur quand même prévu aux États-Unis. Quand même. Il est peut-être en train de réussir un tour de force, Jérôme Powell. On va voir, oui. Encore une fois, les Américains, ils ont démarré assez vite le resserrement monétaire, trop tard déjà pour moi, mais au moins début 2022, ils ont arrêté. Nous, on a attendu la mi-2022, nous en Europe. Donc on a laissé l'inflation s'installer et l'inflation est devenue effectivement incontrôlable. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a à la fois donc, cette stagflation, une récession économique et une inflation élevée. Donc c'est ça qui fait que on a, encore une fois, moi je pense qu'il faut aujourd'hui regarder cette réalité en face. De toute façon, les marchés boursiers baisseront, puis ça redémarrera, comme pour l'immobilier. Mais il faut qu'on ait une connexion. Pour l'instant, le CAC 40, 7300 points. Non, le CAC 40, il n'y a pas de problème, il est sur un nuage. Tous les marchés boursiers sont... Il y a encore les effets du Covid, n'oublions pas que le cash qui est dans l'économie, comme effectivement la plupart des investisseurs... Ça vous choque, un CAC 40 à 7300 points ? Moi, pour tout vous dire, ça me gêne. Ça me gêne parce que, vous voyez, c'est-à-dire, d'un point de vue de la stabilité sociétale de la France, on est en train de dire, oui, moi j'ai un décidé chez HLM d'Orly, donc oui, j'ai pas de problème, j'ai réussi à m'en sortir, tant mieux j'ai envie de dire, mais pour combien qui sont restés ? Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont riches deviennent encore plus riches. Ceux qui n'en ont pas, ils ne profitent pas de cette hausse du CAC 40. Vous voyez, donc cette déconnexion est dangereuse. Vous voyez ? Et même si c'est pas, évidemment, je ne suis pas devenu mélanchoniste, je vous rassure. Ce que je veux dire, c'est que... C'est qu'aujourd'hui, on peut investir en bourse pour quelques dizaines d'euros par mois. Heureusement qu'il y a ça, mais combien de Français le font ? Voilà, parce qu'on n'a pas la culture économique. On n'a pas la culture financière. Bien sûr qu'ils vont investir. En fait, nous rêver un petit peu là. Parce sur les actions sur le long terme. Oui, je termine toujours. Parce que quand on l'écoute, après, on a envie de des bonnes nouvelles. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que, effectivement, quand les prix baissent, sur l'immobilier par exemple, ça redevient intéressant à l'achat. Donc beaucoup de ménages qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la propriété pourront y accéder en 2024, 2025. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a une situation, et je ne parle même pas des défaillances d'entreprises qui explosent également en France. Donc voilà, tout ça, j'espère qu'un jour, on va prendre le taureau par les cornes et on va arrêter cette fuite en avant. Voilà, ça c'est mon espoir. C'est pas une bonne nouvelle, c'est mon espoir. J'espère que ça viendra. C'est la fuite en avant, le titre d'un prochain livre. Prochain ouvrage de Marc Toiti. Ça peut être pas mal, D'ailleurs, je suis en train de préparer mon prochain livre, mais pour la rentrée sûrement... Le prochain ou le prochain ? Non, le prochain, c'est-à-dire de janvier ou février 2024. Bon. Ça avance vite. Toujours avec lui, ça avance toujours très vite. Merci de passer nous voir. Marc Toiti, donc invité de la grande interview sur Boursorama en direct, à retrouver bien sûr en replay à 14h. Merci Marc. Avec plaisir, à bientôt.